attendant que le quatuor va se compléter dans un instant, je commence avec ceux qui sont déjà là. Pas facile en tout cas de vous avoir, messieurs, et surtout de vous installer sur ce plateau ce matin. Mais très heureux d'ailleurs de vous avoir là, ce matin avec nous. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes que vous aurez le plaisir de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs de celle de 10 ce matin. Cette tribune matinale, je salue. Vous avez toujours une grande tribune dans la bouche. Hein. Non, je parle de la tribune, je parle de 10 ce matin, bien sûr. Il s'agit d'une tribune particulière, je sais ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas, je vous appelle grande tribune. Mon coup de gueule ce matin, 4 mois après, n'est-ce pas, l'élection des responsables des collectivités locales, notamment les exécutifs communautaires et communaux, nous attendons de voir les actions qui sont menées sur le terrain et surtout le bilan peut-être à mi-parcours. Mais quoi qu'il en soit, les échos qui nous parviennent de ce côté nous font état de ce qu'il y a déjà, n'est-ce pas, des écarts de voix entre d'une part les responsables des exécutifs communautaires et leurs adjoints et d'autre part les exécutifs communaux avec leurs adjoints relativement au fait qu'il y a, pour la plupart, les adjoints n'ont pas encore d'attribution. 4 mois après, les adjoints n'ont pas d'attribution. Que ce soit dans les exécutifs communautaires, que ce soit au niveau des exécutifs communaux, les adjoints n'ont pas encore d'attribution. C'est-à-dire, les maires et les super-maires ont décidé de tout centraliser autour de leur personne. Et quelquefois, toutes ces choses-là sont gérées à leur niveau, en tout cas par leurs proches, quelquefois les membres de famille. Entre-temps, pour certains qui ont eu le privilège, j'allais dire l'idée de pouvoir justement engager un audit, eh bien, cet audit est chapeauté par leurs soins et quand il n'est pas, quand le contrat n'est pas attribué à une structure dont ils sont proches. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte de décentralisation, il va falloir changer de paradigme parce que si on recommence avec les mêmes méthodes que nous condamnions toujours par le passé, eh bien, je sens que la décentralisation, je veux dire à l'étape actuelle, oui. À l'étape actuelle, ce sera un véritable échec. Ah, vous me dites alors que jusqu'à preuve de contraire, les adjoints ne connaissent pas encore ce qu'il faut en tout cas dans ces mairies et dans ces super mairies. Ah, je vous dis que faire le tour à Bonanjor, faire le tour à Yaoundé, dans quelques communes d'arrondissement de la ville de Douala, je vous dis, Steve, beaucoup d'adjoints n'ont pas encore d'attribution. Eh bien. Et il s'agit d'une disposition légale, il ne s'agit pas d'une faveur. Non, c'est une disposition légale. Ça dit que les adjoints doivent avoir des attributions précises comparativement ou relativement à leur profil ou à leurs compétences. Et pendant ce temps, les maires se la coulent douce carrément. Ah, bien évidemment, en de temps, ils commencent à signer des bons de commande à leur propre profit ou bien au profit de leurs proches. Eh bien, on parle de décentralisation. Ça va être compliqué en tout cas hein, d'avoir un pays décentralisé, Albert Anatola ici. Eric Pépin Mikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour l'ensemble de mes copanélistes, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et surtout bonjour à nos nombreuses populations qui sont du côté des capitales régionales où DBS est abondamment suivi. Mais je riais tout à l'heure par rapport au coup de gueule de M. Albert Anatola ici. Oui. Pour dire quand même que le Cameroun traverse une période très difficile certainement. C'est-à-dire l'élection de février 2020 s'est déroulée dans les conditions que nous connaissons tous. Mm-hmm. Et actuellement, compte tenu du fait que la plupart des exécutifs municipaux ont leur team, il s'avère qu'un certain nombre de règles, en fait, un certain nombre d'attributs n'ont pas encore été accordés aux adjoints au maire. Et je pense quand même que 4 mois après, il n'y a pas lieu de crier au scandale. D'autant que la plupart des maires essaient un peu de s'imprégner de la réalité fonctionnelle et organique. On ne peut pas travailler seul, hein, Eric Pépin Mikaï. De leur structure. Forcément, les délégations de pouvoir on ne peut pas travailler seul, vont suivre. je sais que ça paraît... Être adjoint au maire, ça signifie être maire. Oui, mais il ne faut pas oublier que... faut pas oublier selon la législation en vigueur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier que ces maires-là héritent d'un exécutif municipal qui était géré par une autre équipe.
Donc forcément, cette transition, il y a une transition qui doit s'opérer de toute façon, afin de voir ce qui a lieu d'être. Surtout pour ce qui concerne des mairies à caractère urbain. Il est vraiment important d'y faire une audit avant de commencer à faire des délégations de pouvoir. 4 mois après. Bon, je pense qu'une audit peut aller même jusqu'à 2 ans. On a des cabinets ici. Un audit ne voudrait pas dire qu'il y a suspension ou bien ça ne doit pas impacter la continuité du service. Je suis d'accord, sauf que le service public, il est là. C'est-à-dire le personnel est là. En fait, je ne me mets pas dans la tête. Je ne me mets pas dans la tête des maires qui sont incriminés. Monsieur, ce n'est pas en tout cas le sujet ce matin. Il est important de faire un audit avant de passer la main à la nouvelle équipe. Et pendant ce temps, comme vous le disiez, c'est la dernière fois, certains se sucent les doigts avec leurs proches. Tout tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà ce qui se passe en tout cas dans notre pays. Paul Ken, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve Ngoz, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et bien entendu à votre équipe technique qui est tout le temps... au four et au moulin. Ouais, tout à fait. En tout cas, messieurs, merci d'être là ce matin. Eh bien, nous allons parler, messieurs, de racisme. Vous vous souvenez d'ailleurs des premiers mots de Bernard Bédadier, et bien sûr dans la ronde, il faut le dire, des poètes. Eh bien, c'était en 1953, il disait « Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs et mis sur ma tête le monde. Le blanc est une couleur des circonstances et le blanc la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis le premier soir. » Messieurs, le racisme fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Tant que nous fermerons les yeux sur la douleur de ceux qui souffrent de son oppression, nous ne pourrons jamais échapper à ses origines. Le seul garde-fou dont peuvent bénéficier d'ailleurs les personnes de couleur, c'est le droit de se défendre et nous ne leur accordons même pas. Ce qui veut dire que la promesse de l'égalité des droits de l'homme n'a jamais été remplie du côté des États-Unis d'Amérique. Les manifestants dénonçant les brutalités policières et le racisme se sont propagés dans au moins 140 villes des États-Unis d'Amérique, mais aussi en Italie, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Allemagne, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Irlande ou encore en France et en Australie. Mardi soir, c'est-à-dire hier, 20 000 manifestants, selon la préfecture de police, se sont rassemblés devant le tribunal de Paris, porte de Clichy, en réponse à l'appel du comité de soutien d'Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans, mort en 2016 après son interpellation. Jet de projectiles, tirs de lacrymogènes, manifestants sur le périphérique, eh bien, les incidents ont éclaté dans la soirée du côté de Paris, où, il faut le préciser, eh bien, les rues étaient bondées de monde. À Lille, il y avait 2500 personnes selon la préfecture de police. À Londres, Manchester ou encore à Cardiff, ils déclarent « Notre couleur de peau n'est pas un crime ». En Europe, c'est le slogan « Black Lives Matter » qui est brandi d'ailleurs sur les pancartes. Nous sommes tous George Floyd, peut-on lire quelque part. Le racisme nous étouffe, écrit quelqu'un d'autre. I can breathe, je ne peux pas respirer. Ce sont d'ailleurs les derniers mots de George Floyd avant de mourir. Eh bien, on lit d'ailleurs tout cela sur les pancartes. Quelque part, on écrit également No justice, no justice, no peace au Canada. Et à Toronto, ce sont les thèmes de ce côté-là. Au Brésil, on déclare « Le racisme tue partout dans le monde ». En Australie et surtout en Nouvelle-Zélande, un seul mot, solidarité. Même en Syrie, les artistes Aziz Asmar et Anis Hamdoum ont peint un portrait de George Floyd sur un mur de la ville de Binish dans la province d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. Messieurs, voilà ce qui se passe actuellement dans le monde après la mort de George Floyd, âgé de 46 ans, noir américain, tué par un policier. Mais avant de commencer cette édition, je vous donne quelques chiffres, mesdames, messieurs. 8% de noirs sont tués par des blancs. 81% de blancs sont tués par des blancs. J'ai bien dit 81% des blancs sont tués par des blancs. 15,5% de blancs sont tués par des noirs. 89% de noirs sont tués par des noirs. Un homme noir a 2,5 fois plus de risques d'être tué par la police qu'un blanc, d'après le Washington Post, dans son édition d'hier mardi. D'après Stats Justice US, 2% de victimes noires sont tuées par des blancs, 1% par la police, 97% par les noirs, 81% des victimes blanches sont tuées
par des Noirs, 3% par la police, 16% par des Blancs. Messieurs, je commence par qui? Albert Anatola, ici votre réaction. Mais écoutez, je pense qu'il faut d'abord situer. J'aime toujours convoquer, lorsqu'on on évoque ce genre de problématiques, les faits historiques, ou si vous voulez, les événements historiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La traite négrière a planté le décor de ce que pouvait être la suite de la perception du blanc, de l'homme noir par le blanc, autant pour moi. La traite négrière a justement considéré, suivi de la colonisation bien évidemment, ces événements, ces faits historiques dramatiques ont justement mis dans le subconscient de l'homme blanc qu'il était un être supérieur aux autres. C'est lui-là qui devait justement, comment dirais-je, c'est lui-là qui devait dominer, qui devait domestiquer l'homme noir, parce que c'était un indigène, c'est-à-dire un animal. La preuve, c'est que on a toujours pensé, on a toujours considéré l'homme noir comme étant un singe. La plupart des footballeurs africains, notamment des races noires qui ont évolué dans le championnat européen, oui, ont justement vécu cela. Je sais pas, il nous revient quelquefois ces images des supporters, de quelques supporters qui jetaient des pots de banane à Samuel Eto'o par exemple, ou à Didier Drogba, entre autres. Il y a d'ailleurs un joueur à qui on a lancé une banane, il a pris l'initiative de la prendre et de la manger. Voilà. Au yeux de tout le monde, voilà, à Mondovision. Alors, il s'agit donc, j'ai dit cela, ce qui m'amène à comprendre une chose, ça rentre dans les luttes de classe. C'est-à-dire le racisme, ça rentre dans les luttes de classe. C'est une continuité. C'est une continuité dans les luttes de classe. Ça existe en France, j'ai l'habitude de le dire, ça existe même en Afrique, même dans les États africains, ça existe. C'est-à-dire en Afrique du Sud, dans les pays arabes. Sans oublier en Éthiopie, hein, où il faut préciser même en Afrique, ça existe. D'autres noirs. Ça existe, ça existe en Afrique. Ça existe en Afrique, ça existe en Europe, ça existe dans d'autres pays du monde, ça existe en Chine. Donc je pense que, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, on en parlait tout à l'heure dans le cas des solutions. Moi, je pense que l'ONU, à travers la fameuse charte qui consacre, n'est-ce pas, les droits de l'homme. En 1948, signé. Eh bien, ça c'est le principe. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait cela. Même les dirigeants du monde, ils savent que c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est pas honnête ce qu'ils disent. Et ce qui est davantage scandaleux, oui, c'est que la plupart des individus qui commettent des actes de racisme, qui tiennent des propos racistes, très souvent ne sont pas punis. Je pense que M. Derek Chauvin, avant d'être interpellé, il faisait l'objet de plusieurs plaintes, puisque nous sommes dans l'actualité. Il faisait l'objet de plus d'une dizaine de plaintes. Je pense qu'un individu comme celui-là ne devait pas continuer à exercer ses fonctions de policier. C'était tout, en tout cas, il portait la tenue, mais il était tout sauf un policier. Donc je pense que ce qui se passe actuellement du côté des États-Unis d'Amérique, du côté de la France, en réalité, il s'agit à la fois d'un problème systémique, il s'agit également d'un problème structurel, notamment du côté des États-Unis et de la France. oui. Donc je pense que dans le cadre de ces débats, nous pourrons peut-être revenir en de long en large. On va justement revenir de long en large, même si on sait pertinemment, hein, Éric Pépin-Bicaille, que jusqu'à preuve de contraire, le racisme fait partie de l'ADN même des États-Unis d'Amérique, et parfois s'en débarrasser va prendre vraiment du temps. Oui, mais il faut le dire. Moi, je vais aller plus loin, parce que peut-être le commun des mortels ne peut pas comprendre ça aussi facilement. Le racisme aux États-Unis fait partie et constitue le carburant du fonctionnement de la société américaine. Il ne faut pas l'oublier, Albert a planté le décor tout à l'heure, que l'abolition de l'esclavage a été sonnée par l'Angleterre en 1848. Et que beaucoup d'États dans le monde, notamment les grandes puissances, n'ont pas accepté ça parce qu'il faut attendre 1888 pour que la France accepte d'abolir l'esclavage. Si je ne me trompe pas sur des chiffres. N'oublions pas également que les États-Unis ont leur indépendance le 4 juillet 1776, c'est-à-dire en plein dans l'esclavage. Et considère les autres peuples qui se libèrent à peu près 80 ans plus tard comme étant toujours leurs outils.
Il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas également que l'esclavage n'est pas une donnée américaine en tant que telle. L'esclavage est purement une donnée occidentale. Oui. Parce qu'il faut le dire. Tout à l'heure, vous avez évoqué les événements sportifs et autres. Le noir est toujours considéré comme étant au bas de l'échelle dans toutes les sociétés occidentales. C'est-à-dire, vous arrivez en Australie, le peuple autochtone en Australie, ce sont des Maoris. Ils sont considérés comme des outils. Vous arrivez non, je pense, j'ai confondu. Vous arrivez en Nouvelle-Zélande, le peuple autochtone en Nouvelle-Zélande, ce sont les Maoris. Vous arrivez en Australie, le peuple autochtone, ce sont les aborigènes. Mais il y a eu une sorte d'organisation de solidarité blanche pour extirper l'existence des aborigènes à l'intérieur de cet espace qu'est l'Australie. C'était voulu, c'était planifié, c'était connu. Aujourd'hui, les langues, c'est délit. Mais c'était des politiques publiques qui étaient validées par toutes les sociétés, toute la société occidentale. Il en est de même pour la France. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un mouvement de libération de la Guyane française, où les Guyanais demandent leur indépendance. Mais on sait qu'il y a la France fonctionne avec 2 ou 3 catégories de population. C'est-à-dire, il y a les Français de souche, et il y a ceux qui appartiennent à des territoires d'outre-mer, et maintenant, il y a ceux qui viennent des pays africains, chacun a son statut et sa considération à l'intérieur de la société. Pour revenir dans le cas américain, le problème avec l'esclavage, du moins, la stigmatisation du noir américain réside également sur le simple fait que le noir américain a toujours été docile, c'est-à-dire il est resté dans le cocon de la période esclavagiste. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, moi je suis de tout cœur avec tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment les revendications des Noirs. Parce qu'en réalité, je le dis, c'est le feu qui fond le fer. Le deuxième amendement autorise tout citoyen américain à porter une arme. Ce n'est pas un amendement qui est spécifique aux Blancs ou aux Noirs. Les Noirs ont le droit de s'armer et de riposter au cas où leur congénère est victime de maltraitance. Et n'oubliez pas une chose, moi j'ai suivi un parent hier à New York qui dit, il manifeste pour la première fois parce que il a été plaqué au sol pour quelque chose de banal, avec une arme pointée sur son cerveau. Et il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui devait se passer si le monsieur avait dégainé? Donc, il faudrait que les brutalités policières s'arrêtent. Sa raison pour laquelle il se retrouve au niveau de la rue. Et on a comme l'impression que la police américaine s'identifie. En fait, on est policier aux États-Unis lorsqu'on est capable de pouvoir plaquer un noir au sol aussi facilement. Dans le cas contraire, on te délivre par le diplôme. Parce que c'est systémique. Mais on ne voit que Derek Chauvin. Il y avait Derek Chauvin, 3 autres policiers qui le tenaient comme un crocodile. Et devant, il y avait un Chinois qui empêchait les autres populations de pouvoir intervenir. Donc, c'était 4 policiers qui étaient organisés pour nuire à ce garçon. Et ce garçon est mort. En fait, ce monsieur, il est mort au sol avant que les pompiers ne viennent intervenir. Donc, les États-Unis ont mis sur pied une société de stigmatisation du noir et du rejet du noir. Le noir se retrouve au bas de l'échelle et est considéré comme un outil. Du coup, de manière périphérique, il s'accroche sur des éléments fonctionnels qui sont propres à son existence, parmi lesquels le trafic de drogue et le proxénétisme. C'est à ce niveau que circulent les armes et où se développe la violence des noirs par rapport à vos statistiques que vous étiez en train de numérer tout à l'heure. Parce qu'en réalité, les mecs ne sont pas intégrés dans la vraie société américaine. Je pense que aux États-Unis, les Noirs représentent à peu près 25% de la population, sur à peu près 65% pour la communauté blanche. Il faut également 13% de la population, oui. Pour à peu près 67% pour la communauté blanche. Il faut y associer d'autres peuples qui sont venus. Quand on parle quand même de la communauté blanche, il ne faut pas également oublier qu'il y a des hispano-américains. Non, justement, je parle de la communauté blanche. À l'intérieur, il y a des juifs, il y a des hispanos qui représentent à peu près 12% de la population, compte tenu de la proximité géographique avec les États-Unis. Et le racisme qui sévit aux États-Unis est un racisme noir. Il ne concerne pas les hispaniques, il ne concerne pas les asiatiques, ou alors moins, il ne concerne pas les juifs. Donc c'est tous les autres peuples qui se sont ligués pour reléguer le noir à l'échelle, au bas de l'échelle. Pour lequel vous également, vous êtes d'accord que jusqu'à preuve de contraire, du côté des États-Unis d'Amérique, le noir depuis la nuit des temps, c'est un objet pour certains blancs? Il faut dire que notre monde a échoué à tous les niveaux, surtout que le racisme et même le tribalisme sont de véritables fléaux qu'on retrouve un peu partout.
Si vous n'êtes pas aux États-Unis et que vous êtes en Afrique, vous allez trouver le tribalisme, qui lui également est condamnable. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que les États-Unis sont en train de présenter une très mauvaise image au monde, parce qu'ils ont été présentés à nous tous comme le pays des libertés, le pays où on peut effectivement réaliser tous ses rêves. Mais croyez-moi, chaque fois que m'a été donné l'occasion de visiter ce pays, ma plus grande peur, c'est d'être attrapé et mis en prison sans possibilité de me défendre. Et même en cas d'une émeute, on peut te tuer. Personne sans autre forme de procès. Et c'est une très mauvaise image que les États-Unis sont en train de présenter actuellement au monde. Je pense que cette situation ne commence pas avec Donald Trump, parce que certaines personnes tendent à donner l'impression que c'est Donald Trump, mais qui est la cause en tout cas de cela. Il a exacerbé un peu, parce que ces tweets sont de nature à montrer davantage que le noir ne vaut pas un sou. Maintenant, avec ce qui se passe dans la rue depuis 8 jours. Et dans le monde, hein, ça, et dans le monde, parce que ça se États-Unis. limite pas, c'est l'effet domino. C'est ce qu'on a vécu hier d'ailleurs dans les rues parisiennes. Donc il va falloir que tout notre monde se fasse un nouveau check-up et qu'on sache effectivement quel est le discours qu'on va implémenter afin que cette situation-là s'arrête. Parce que telles que les choses sont enclenchées, il faut dire qu'à l'époque, quand ils sont venus nous chercher pour les plantations de canne à sucre, les Indiens avaient certainement été plus malins en se montrant paresseux. Oui. Nous sommes partis travailler pour eux, mais aujourd'hui, étant très fort, il est temps qu'ils comprennent quand oui. même que le noir n'est pas un objet, c'est quelqu'un qui mérite également d'être respecté et d'être bien traité. C'est inadmissible qu'en 2020, qu'on vive encore ce genre de situation. Un policier vous plaque au sol et les autres jouent aux spectateurs. C'est incroyable. Je comprends la révolte de toutes les populations américaines, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement dans la rue, il y a des blancs, il y a des noirs qui se révoltent pour la même cause. C'est pour dire que il y a quand même dans une société des gens qui ont encore un peu de conscience, même s'ils ne sont pas en grand nombre, mais à un moment donné, quand de pareilles exactions continuent à se développer, il y a un moment de révolte qui peut voir le jour et servir à un changement probablement positif. J'ai suivi le discours de Joe Biden, bon, peut-être que c'est électoraliste, mais c'est un démocrate qui veut en tout cas aller à la Maison Blanche. il y était déjà, mais je pense que faut que les États-Unis repartent eux-mêmes à l'école de ce qu'on appelle l'humanisme. On ne peut pas continuer, parce que les statistiques que vous venez de nous balancer là montrent davantage que même les Blancs, à certains moments, sont exposés. Pas vraiment... Ils sont exposés, ça, je vais encore vous les donner. Je vais vous donner les chiffres. Hein. Dans un instant, je répète d'ailleurs, hein, parmi vous, d'après State Justice US, 2% de victimes noires sont tuées par des Blancs. 1% par la police. 97% par des Noirs. 81% des victimes blanches sont tuées par des Noirs. 3% par la police. 16% par des Blancs également. Eh bien, les chiffres sont d'ailleurs très nombreux. Je reprends encore d'autres chiffres. 8% de Noirs sont tués par des Blancs. 81% de Blancs sont tués par des Blancs. 15,5% de Blancs sont tués par des Noirs. 89% des Noirs sont tués par des Noirs. Et un homme noir a 2,5%, enfin 2,5 fois plus de risque d'être tué par un blanc. Darwis Goudjou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes companélistes et bonjour aux téléspectateurs de DBS TV. Darwis Goudjou, vous nous trouvez en plein sujet, hein, il faut le dire, on parle de racisme. Nous sommes en 2020, nous sommes au 21e siècle et il y a une grande statue du côté de New York aux États-Unis qu'on dit être la statue de la liberté. Mais seulement, lundi de la semaine passée, un policier blanc a plaqué un homme de 46 ans au sol, qu'on appelle d'ailleurs George Floyd, et il lui a dit « Je ne respire pas, I don't breathe ». Même ça, il ne l'a pas écouté, il est resté. Il faut le dire, le genou sur son cou. Finalement,
il en est mort. Aujourd'hui, plus de 140 villes des États-Unis d'Amérique sont embrasées par la colère. Colère qui a traversé les États-Unis, en Europe, en Australie et un peu partout. Vous voyez d'ailleurs George Floyd, un homme comme celui-là de 46 ans. Votre réaction? La première réaction, Steve, notre ami, j'ai oublié son nom, Éric Pépin-Picaille. Éric Pépin a fait un bon brossage tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une question des États-Unis. C'est un système qui est organisé de par le monde par des personnes qui ne sont pas noires pour éradiquer les noirs de la planète, ou du moins pour les maintenir au plus bas échelle de la population, pour pouvoir jouir des ressources dont disposent les noirs directement ou indirectement. Vous avez très bien fait de citer le brouhaha que ça soulève de par le monde entier, aux États-Unis, en Europe, mais curieusement, en Afrique. Qu'est-ce qu'on observe? Un silence. Que disent les assourdissant. Africains? Que disent les Africains? Que les enfants, je crois que le président du Zimbabwe, le seul à interpeller l'ambassadeur américain, mais le reste, non. Rien. On n'est pas concerné. On donne l'impression de ne pas être concerné. Moi, je pense que ce n'est pas surprenant. La preuve en est. Ces gars qui sont en train de jouer, je ne sais pas quoi, les donneurs de leçons, je ne sais pas quoi, ou des gens extrêmement touchés par la situation. Mais c'était les mêmes qui soutenaient l'apartheid en Afrique du Sud. Mais les Américains soutenaient l'apartheid en Afrique du Sud. Les Français, les Anglais, tout le monde soutenait l'apartheid en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'était le laboratoire en grandeur nature pour expérimenter la capacité de l'homme blanc à éradiquer le noir chez lui, à s'imposer. Il y a eu des tests qui ont marché ailleurs. Il a bien cité le cas des aborigènes en Australie. Mais les aborigènes, c'est des propriétaires. Les autochtones, les propriétaires même de l'Australie. Ils n'ont jamais subi la déportation. L'Australie n'a été qu'une colonie pénitentiaire pour la Grande-Bretagne. Ce n'était que des prisonniers qu'on envoyait là-bas. C'était une grande prison en fait. Mais ils ont pris disposition pour massacrer les aborigènes. Il a pris l'exemple des Amérindiens, les peaux-rouges. Où sont-ils aujourd'hui? On a pris disposition pour les éradiquer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, les autochtones, entre guillemets, sont les plus martyrisés par le gouvernement? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, comme dans beaucoup de pays, les autochtones sont stérilisés? Comme nous parlons des Africains ou des Noirs. Est-ce que vous savez qu'en Israël, jusqu'à aujourd'hui, les femmes noires, vous connaissez l'opération Salomon. L'opération Salomon par laquelle Israël avait incité les personnes qui s'estimaient être les descendants du mariage entre le roi Salomon et la reine de Séba, qui étaient en Éthiopie, de rentrer en Éthiopie. Qu'on appelle les Falouchas. Très bien, les Falouchas, qui sont les Noirs israéliens. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie d'entre eux, quand ils partent à l'hôpital, on s'en va les stériliser? Vous pensez que tout ça peut se passer dans 99% des pays de la Terre sans que ça ne soit organisé? Sans que ça ne soit pensé? Vous avez bien fait allusion aux statistiques. Il m'est arrivé de beaucoup utiliser les statistiques. Dans les statistiques, il y a ce qu'on appelle les variables de corrélation. Justement. Donc, les variables ou les éléments dans une situation, dans un contexte, l'évolution de ces deux variables peuvent nous permettre d'analyser le comportement du contexte. Aux États-Unis, les Noirs représentent entre 12 et 13% de la population, mais représentent quand même presque 70% de la population carcérale. Comment trouve-t-on plus de Noirs en prison? En prison, oui. Alors qu'ils ne sont pas très nombreux dans la population. C'est parce que les dispositions sont prises pour qu'ils se retrouvent toujours en prison. Mais pourquoi se retrouvent-ils toujours en prison? On a fait beaucoup de débats là, je crois que ça continue toujours avec le Covid organique. C'est parce qu'en prison... Le coronavirus. Le coronavirus, pardon, merci, le Covid-19, pardon. Puisque en prison, justement, on préserve une bonne partie de la population noire, ceux qui ont fait des tests, des médicaments. La plupart des grands groupes pharmaceutiques aux États-Unis font des tests de leurs médicaments sur les Noirs. Ça veut dire que c'est un système qui est bien organisé. Et ça, ce n'est pas que là-bas. Prenez un exemple simple. Quand vous regardez nos populations en Europe, par exemple, en France, par exemple, est-ce que vous connaissez trop de Noirs qui sont chefs d'entreprise en Europe? Non. Il n'y en a presque pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, vous verrez, des Noirs feront qu'ils ont des petites boutiques, des produits africains, des petits échoppes, des petits restaurants africains. Rien de sérieux, mais vous verrez des chefs d'entreprise chinois, vous verrez des chefs d'entreprise arabes, ils en ont démontré. Un arabe vient, il achète
Une maison à Paris, il n'y a pas de problème. Un noir vient, il achète une maison à Paris, on dit il a volé l'argent. Etc., etc., etc. Mais maintenant, à côté de ça, ce que nous devons nous demander, c'est que qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Je vous dis, il y a des lois non écrites. Je prends un exemple d'un fait que j'ai vécu. On prend une disposition, j'étais à Washington, je dis, je vais créer une filiale de l'entreprise à Montréal. Il y a des secteurs, vous pouvez, si vous faites de la vente, le petit commerce, il n'y a pas de Problème. mais si vous touchez le secteur financier qui est assez stratégique pour eux, les gens vous disent, première chose, on vous dit, oui, Goudi, il n'y a pas de problème, vous parlez à la banquière. Attendez, il n'y a pas de problème, on ouvre le compte bancaire. Après, non, il faut que vous ayez mon directeur. Vous, le directeur, non, le ministre a dit que. Est-ce qu'on se comprend? Quand on se rend compte que c'est les Africains qui sont derrière, graduellement, on a comme l'impression qu'il y a des barrés qui se. Si c'était les Arabes, vous ne verrez pas les mêmes choses. Si c'était les Asiatiques, vous ne verrez pas les mêmes choses. Et c'est même. Oui, je n'ai pas besoin de revenir là. C'est vrai qu'il y a un volet politique dans la chose. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la fille de Dos Santos? Oui. Toutes les actions qu'elle avait achetées dans les entreprises au Portugal, on a pris disposition. On les a gelées. Soit on les gèle, soit on la met de côté. Puisqu'on estime que ce n'est pas des Noirs qui peuvent venir ici faire cela. Je vais dire que ce n'est pas qu'une question des États-Unis. Ce n'est pas qu'une question de la France. C'est un système qui est organisé de par le monde entier pour mettre le noir à l'écart, pour l'écraser. La pauvre, on est même dans nos propres villes. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça passe parfois inaperçu. Mais les dispositions sont prises pour que même dans nos propres villes, dans nos propres pays, sur le continent africain, que le noir soit écarté, que le noir soit martyrisé. Les Libanais, ils traitent nos frères et sœurs comment? Au vu et au sud de tout le monde. Les Chinois, sans oublier bien sûr. Les Chinois, moi j'ai regardé une vidéo où les Chinois étaient en train de brutaliser les Camerounais ici au Cameroun. Ils savent à qui le faire. Parce qu'ils vont continuer à faire ça à ceux qui acceptent de le faire. Mais ça va plus continuer comme ça. Si les gouvernants, et je dis ça, c'est aussi une responsabilité des gouvernants. Si les gouvernants ne peuvent pas prendre leurs responsabilités pour défendre les droits de leurs citoyens, les citoyens vont commencer à s'auto-défendre. Puis on ne peut pas tolérer que dans un pays comme aux États-Unis, au Cameroun, quand une mouche meurt, l'ambassadeur américain, Transparency International, c'est pas quoi, la Maison Blanche, département d'État, tout le monde dit, il y a droit de l'homme qu'on a violé. On convoque l'ambassadeur, on fait des menaces à l'État et tout le monde. Mais curieusement, il y a un noir qui meurt pratiquement en direct parce que les gens filmaient quand même. Personne ne dit quelque chose. Aucun gouvernant, pas de convocation. Même un simple communiqué, nous-mêmes en tant que dirigeants africains, nous ne faisons pas. Nous pensons quoi? Je pense que n'attendons pas le sursaut des Américains. Ils défendent leurs intérêts, ils ont des lobbies là. Même le Ku Klux Klan, tous ces lobbies là, gros blancs, s'ils voulaient que ça n'existe plus, ça n'existerait pas. Hein. Puisque qui est membre de ces lobbies? Mais c'est les dirigeants là, ils sont tous dedans. C'est les gars qui sont avec vous dans la journée, mais dans la nuit, ils peuvent te faire les réunions du Ku Klux Klan. C'est les gars qui sont commissaires, c'est les gars qui sont généraux, c'est les gars qui sont, c'est les grands patrons d'entreprise. Si vous voulez qu'une organisation n'existe pas chez vous, si c'est une organisation que vous estimez être mafieuse, mais elle va disparaître si vous voulez. Vous avez tout à votre disposition. Le renseignement militaire. Les Américains, ils ont près de 100 services de renseignement. Et les plus puissants sont sur le territoire américain. Plus puissants que la CIA. Ça veut dire que si cette organisation existe, c'est parce que vous voulez que cela existe. Au-delà. Je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons avoir ce sursaut d'orgueil. On ne doit pas tuer nos enfants de par le monde entier. On va pleurer partout. Et puis quoi? La preuve en est. Des gens manifestent à Paris. Nous, à Douala, c'est pas quoi, on rentrera tout à l'heure manger quelque chose. On estime que c'est eux qui vont défendre nos droits. Non. Ouais, le gars, il est serein. Lui, la formation que ce policier a reçue, c'est comme si les gars faisaient... Et c'est ce qu'ils font parfois. Hein. Vous savez, il y a des camps militaires. Chose curieuse quand même, c'est qu'au moment où cet homme meurt, on n'arrête pas ces policiers. C'est quand même bizarre. La preuve en est. C'est qu'on jeunesse sont où? Ils sont pas arrêtés. Alors que vous avez vu, il y a une deuxième vidéo qui est sortie de CNN. Ils étaient 4 sur lui, oui. Parmi lesquels un Chinois. Il y a quand même, il y en avait 4 sur lui, hein. Donc en plus de celui-ci, il y a encore 3 autres. Puis il y a une autre vidéo qu'on a passée. C'est la petite fille film Monsieur Derek. Mais derrière Derek, il y a d'autres policiers qui ont plaqué le mec au sol. Exact. Comme un crocodile. Oui, puisque les militaires, vous savez, les Américains maintenant, avec les questions de sécurité, la plupart des policiers portent une caméra sur eux. Ça veut dire que, et la caméra là, le procureur a visionné la caméra, il dit que c'est cruel. Puisque les gars étaient tous sur lui. Et où sont les 3 autres? Et s'il fallait même hésiter dans un pays comme celui-là où il y a encore la peine de mort, quelqu'un tue, on hésite même à l'arrêter, on doute même, on le limoge. Ah, si c'était un noir, si c'était qu'un soupçon d'un noir, vous verrez de ce qui va se passer. Même aujourd'hui, pour sortir, en Afrique du Sud, est-ce que les noirs peuvent aller partout dans tous les villes? Jusqu'à preuve de contraire, non. Sur le continent africain, au Zimbabwe, les terres que l'on a pris, en Éthiopie,
Allez en Éthiopie. En Éthiopie, c'est Allez encore plus en grave. Éthiopie. Si vous allez en Est-ce que vous savez Éthiopie, que c'est beaucoup encore d'Éthiopiens compliqué. se disent, moi je vais régulièrement à Addis Abeba. Et vous savez que régulièrement, est-ce que certains Africains, est-ce qu'ils sont pas noirs? Vous savez ça, non? Oui. Les Éthiopiens, beaucoup d'entre eux qui sont blancs disent que nous, we are African, you are not with you. Ils se considèrent pas comme eux, comme Africains. Et pour eux, le noir, c'est rien. Je veux dire, c'est nous qui devons avoir notre sursaut d'orgueil. Si nous allons croiser les bras, attendre que nous allons pleurnicher, que d'autres le fassent, ils ne pourront pas le faire. Même entreprendre chez eux, ils refusent que nous le fassions. Revenons chez nous, investissons chez nous, mais ne commettons pas l'erreur monumentale. On en a fait un débat ici. Quand on donne 125 000 hectares à des Chinois, et que chez eux, nous avons l'argent pour acheter dans un restaurant, on nous ferme la porte, c'est parce que le dirigeant accepte cela. Donc la première responsabilité, c'est aussi nous, d'après moi. Albert Anatola, ici, finalement, le noir est un danger pour le monde. Parce que, d'après les statistiques, d'ici à 2025-2050, eh bien, ils seront très nombreux. Et puis surtout, la population la plus jeune. Écoutez, le noir, tout à l'heure, j'ai convoqué les éléments et les faits historiques, notamment l'esclavage, et la traite négrière et la colonisation. C'était pour justement évoquer la problématique, aborder cette problématique. C'est-à-dire que depuis toujours, depuis des siècles, le noir a toujours été considéré comme une marchandise, un objet, un instrument, comme un bétail. Maintenant, ce qui est intéressant, quelle est la perception du noir de sa propre personne? Ça aussi, c'est un élément important. Parce que très souvent, lorsque nous sommes en face d'un homme blanc ou d'une femme blanche, nous avons ce complexe-là. Même si vous êtes plus intelligent que lui, il y a ce complexe parce qu'il est blanc. Lorsque vous avez un objet qui est fabriqué par Bicaï, vous avez tendance à aller acheter ce qui vient de Chine. Aller acheter ce qui vient de Chine. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce que Bicaï, comme vous le connaissez, comme les Camerounais, l'Africain, ce qu'il a fait n'est pas du tout sérieux. Donc moi, je pense que c'est d'abord cette perception du noir de sa propre personne qui est intéressante, qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut évoquer, tout à l'heure, j'évoquais également que le racisme, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou en Europe, est systémique. Parce que c'est le carburant des politiques. Ça, il faut le savoir. C'est le carburant des politiques. Et lorsque vous voyez Trump surfer justement sur l'agacement, sur la surenchère verbale, ça veut dire que nous sommes en période électorale. Donc, il sait que derrière les manifestations qui se passent à travers le continent américain, il y a la gauche qui est derrière, il y a les démocrates qui sont en embuscade. Bref, lui, il voudrait capitaliser et surfer sur la sécurité parce que lorsque vous parlez de la sécurité à un Américain, ça l'intéresse. Lorsque vous parlez des enjeux financiers à un Américain, ça l'intéresse. Mais sauf que là, ça a été un peu plus flagrant. Vous voyez, dans un contexte comme celui-là, où il y a eu, d'abord la qualification de fait me pose un problème. Nous avons assisté à un assassinat en mondovision, mais les juristes américains trouvent qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Allez comprendre pourquoi la qualification de troisième degré. De troisième degré. Allez comprendre pourquoi est-ce que... Allez comprendre la qualification de ces faits. Comment ça s'est passé, cette forme de qualification des faits. Il s'agit d'un assassinat volontaire. Mais on déclare que c'est un homicide involontaire au troisième degré. Involontaire au troisième degré. C'est-à-dire quelque chose à dire pendant 9 minutes, vous plaquez quelqu'un au sol, votre genou est sur son cou. Pendant 9 minutes sur son cou. Et il vous dit qu'il ne respire plus, il ne peut plus respirer. Vous qualifiez ces faits comme étant involontaire. Un homicide involontaire. Parce que vous savez, la nuance juridique est très importante. Donc, ça veut dire, on dit que les Noirs dans la société américaine ne sont pas intégrés, malheureusement. Même dans le cadre de la pandémie du Covid-19, écoutez, les Noirs ont été les plus grandes victimes. Pourquoi? Parce que ils sont pauvres et le système médical sanitaire américain, ça ne les prend vraiment pas en compte. Donc, aux États-Unis, je vais vous dire une chose simple, c'est que 88% des victimes de coronavirus sont noirs. Ça, il faut qu'on le sache. Absolument, ça c'est important. La plupart sont noirs, la plupart des victimes. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas intégrés dans la société américaine. Deuxième chose, et ça c'est important, même M. Joe Biden, je ne crois pas à son discours. On change de président aux États-Unis, mais le discours reste le même. Ne vous inquiétez pas pour ça. La politique reste la même. C'est la même chose. Oui. Et puis, il ne faut pas aussi oublier même ce racisme interracial. Intraracial, c'est-à-dire le racisme des Noirs contre les Noirs. Contre les Noirs. Ça aussi, il est très présent aussi. Ça, c'est aussi important. Il faut intégrer ça, ces racismes-là.
Allez aux États-Unis, vous qui sortez de l'Afrique, je vous dis que le noir américain, vous considérez comme un nègre. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, il y a donc un problème. Je vais évoquer les raisons tout à l'heure. Ça, c'est important de le comprendre aussi. En France, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut donc, à mon sens, convoquer les éléments culturels et psychologiques. Allez à La Réunion, Mayotte, la Guyane, les nègres qui sont là-bas se considèrent comme étant les blancs, les Français. Quand vous arrivez Du continent africain. du continent africain pour là-bas, vous êtes considéré comme un nègre. Alors que vous avez en face de vous quelqu'un qui est noir de peau comme vous. Donc moi je pense que, pour revenir à votre question, le noir a toujours été considéré comme un sous-homme. Avant, comme un sous-homme. Du temps de l'esclavage, de la terre négrière. Rien n'a changé, Albert Anatoly. Maintenant, avec les événements que nous voyons par le monde, rien n'a changé. Non, la perception a quelque peu changé depuis que les Noirs vont dans leurs grandes écoles et qu'ils se sont rendus compte que les Noirs sont plus intelligents. Sont même intelligents, et même plus intelligents que la perception a quelque peu changé. C'est pour ça que vous allez voir les Noirs qui travaillent au Pentagone, à la NASA et tout, en tout cas dans les milieux un peu trop fermés d'administration américaine, ou bien dans certains lieux très fermés de l'administration française. Parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui peut tirer chez les Noirs. Maintenant, le problème, c'est que justement, le Noir, de par ses origines, vit en communauté. Et qui dit communauté, c'est la famille. Et qui dit famille, ça veut dire le nombre. C'est ça donc qui peut constituer la menace pour les autres. Nous avons connu sur le continent africain plusieurs pandémies, en dehors de la famine, parce que la famine, c'est leur fait. Les guerres sur le continent africain, c'est leur fait pour contrôler, pour détruire justement cette démographie. Oui. Cette démographie. Maintenant, puisque le noir a été résilient face à tous ces fléaux, eh bien, on nous a envoyé sur le continent africain, en plus avant le VIH-Sida, d'autres fléaux que vous pouvez imaginer. Donc, à la suite, ils ont envoyé le Covid-19. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important déjà que le noir, plus les noirs d'une manière générale, parce que même sur le continent africain, même au Cameroun, vous avez des noirs qui sont contre des noirs. Il y a un problème culturel. Paul Ken, je vais venir avec vous. Jusqu'à preuve de contraire, on suit les discours des uns des autres. On a l'impression finalement que le noir sait pertinemment que le blanc ne l'aime pas, mais le noir n'aime pas réellement son frère. Moi, je ne passe pas par mes chemins pour le confirmer. Le noir n'aime pas son frère. Regardez les injustices que nous vivons dans nos propres pays. Combien de fois, quand vous vous retrouvez de l'autre côté, ils vont vous rappeler que mais chez vous, ça ne se passe pas mieux. Ça voudrait dire que tout doit commencer par chez nous aussi. Moi, j'ai pas eu la chance d'étudier en Europe, mais une fois, pour me convaincre vraiment que je pouvais faire quelque chose, j'ai découvert une discipline qu'on appelle le coaching en développement personnel. Et juste après l'élection de Sarkozy, j'ai postulé à une formation de 3 jours à Paris-Bercy. Je me retrouve dans la salle avec des Blancs. C'était ma première fois de me rendre compte que moi aussi, j'étais plus intelligent que les Blancs. Parce que quand on posait une question, je me rendais compte que moi, je donnais de meilleures réponses que les Blancs. C'est à partir de cet instant que j'ai commencé à me prendre moi-même au sérieux. Mais beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères africains ne se prennent pas encore au sérieux. Peut-être parce que l'environnement dans lequel il a vu le jour, on ne lui a fait recevoir que des messages négatifs comme quoi il était un bon Harry. Donc, actuellement où nous traversons une fois de plus ce genre de crise, il est important que les Africains, pour ceux qui ont un pas en avant, qu'ils fassent un flashback en arrière et se posent la question, si moi je ne suis pas accepté de l'autre côté, combien de fois ceux qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école? Parce que, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de déscolarisés qui sont dans nos quartiers et qui n'auront même pas la chance d'aller à l'école, puisque la situation se corse davantage. Plus les jours passent. Donc, aujourd'hui, monsieur Aïssi vient d'une fois de plus de répertorier les zones de turbulence dans lesquelles le noir patauge. Il est important que nous-mêmes, on commence à s'aimer. Mais si tu traites ton frère comme les Éthiopiens estiment qu'ils sont des Blancs, et à l'époque, moi j'ai souvent eu des réserves quand on parle de Kadhafi. Kadhafi était un bon Africain, mais il a été d'abord proche des Blancs. C'est quand les Blancs lui ont rappelé que mais tu n'es même pas notre frère, qu'il s'est replié. Au moment de replier, ils avaient déjà programmé sa mort. Oui. Donc,
il faudrait que ceux qui sont dans ce continent africain comprennent que c'est à eux d'abord d'accompagner le développement de l'Africain avant d'attendre que l'Occidental ou bien l'Américain fasse quelque chose pour nous. Et malheureusement, je ne cesserai de le dire, il faudrait que chacun de nous se pose la question, est-ce que celui avec qui je suis il est en face de moi, est-ce il a le même sang? Parce que si on me blesse, on blesse le blanc. Le même sang qui va sortir reste rouge. Ce sera pas, le sang du blanc ne sera pas transparent et le sang du noir complètement. Non, c'est le même sang. Donc il va falloir que l'être humain retourne un peu dans l'étude de sa quintessence, de ses origines. Je dirais même dans ce que les autres appellent l'eschatologie. Mais sans faire ce check-up là, on continuera à regarder les autres comme des ennemis. Pendant ce temps, toi qui considères que c'est ton ennemi, toi-même tu es dans quel état? Donc, monsieur Ngos, ce qui se passe actuellement me laisse pantois. Comment on peut donner nos terrains à des Chinois alors que nous-mêmes, nous sommes là. Nous sommes exclus. On en a besoin. Et monsieur d'Alvarez Gunju a révélé, c'est même pas une révélation, c'est quelque chose qui se passe. Les Libanais font emprisonner des Camerounais ici et ils sont tranquillement... Albert Anatola ici a d'ailleurs donné un exemple ici quelque part, hein, qu'à un moment donné, il y a un Chinois qui est arrivé, il brutalisait un policier, lui demandait des comptes. Et c'est lui qui a commencé à brutaliser le policier en appelant justement le commissaire. Vous dit mais dis donc, ton élément là En m'embête. appelant le régional. Voilà. Donc, ce genre de situation doit absolument connaître une fin. On ne peut pas continuer à laisser prospérer ce genre d'injustice dans nos propres murs. Mais que les Camerounais, je le disais ici tantôt, il y a plein de personnes qui sont à Newbel, on ne sait pas pourquoi, et s'y retrouvent. Les injustices, le manque d'application des lois qui sont déjà votées. Parce que les lois ne manquent pas. Même aux États-Unis, on sait quel article peut condamner celui qui est à l'origine de la mort de Floyd. Mais est-ce qu'on a appliqué les dispositions en règle? Finalement, on va passer le 6e amendement, hein, il faut le dire, des États-Unis d'Amérique, où tout le monde doit être jugé dans l'impartialité et avoir justement un collège de juges. Éric Pépin-Bikaï, jusqu'à preuve de contraire, on le suit. Hein. Moi, j'ai besoin de rester sur le même thème. Le noir n'aime pas réellement son frère. N'est-ce pas à cause de cela qu'à un moment donné, le blanc va se rendre compte finalement qu'il y a une faiblesse justement dans la communauté noire et qu'il faut à tout prix l'écraser immédiatement? Non, c'est ça, c'est une réalité. Le blanc n'aime pas son frère. Il ne faut pas oublier que l'histoire des États-Unis est aussi tragique, est aussi comparable à celle de l'Afrique, du continent africain. Albert le disait tout à l'heure, il y a une sorte de racisme intercommunautaire aux États-Unis. Entre, d'un côté, les Afro-Africains et de l'autre côté, les Afro-Américains. Il ne faut pas oublier que même M. Barack Obama en a été victime en 2008, lorsqu'il a demandé le suffrage des Afro-Américains. Ils lui ont rappelé qu'il n'est pas Afro-Américain, il est Afro-Africain. Vous savez, vous avez ce débat. Je crois même que le général Jesse Jackson, le révérend Jesse Jackson a ouvertement soutenu McCain, si je ne me trompe pas, pour montrer le fait que Barack Obama, son parent, n'avait pas été déporté de l'Afrique pour les États-Unis. Donc, même s'il pouvait être noir, il n'était pas considéré comme un noir. En fait, comme un noir dont les grands-parents avaient subi les maltraitances des Blancs. Il y a ce côté-là. De notre côté, il y a le fait, je le disais tout à l'heure, que la société noire américaine a été détruite par deux choses. Un, on l'a reléguée au bas de l'échelle. Deux, on y a introduit des éléments de dispersion, des éléments de violence, parmi lesquels le trafic de drogue et le proxénétisme. Si vous regardez l'économie américaine, noire américaine, tourne tout autour de ces deux éléments-là. Et on a le droit de se poser la question. Nous sommes en guerre. En réalité, le noir est en guerre depuis fort longtemps, depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, avec la race blanche. Elle s'est auto-organisée à travers les continents pour pouvoir contenir les vérités intellectuelles, économiques, idéologiques des Noirs. Et les Noirs ne l'ont pas compris. Est-ce que vous pouvez citer une université noire aux États-Unis qui forme l'élite noire? Est-ce que vous pouvez citer le nom d'une banque noire aux États-Unis? Est-ce que vous pouvez être capable de me citer le nom d'un supermarché noir aux États-Unis? Je ne vous coupe pas, mais depuis un certain temps, à cause de ces injustices, oui. Ça commence, les idées commencent à se mettre en place. La communauté noire commence à se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas acheter exclusivement dans les boutiques détenues par les Noirs, voilà, comme les Juifs le font, parce que les Juifs... En fait, je voulais y arriver pour montrer comment les autres communautés s'organisent tout autour des éléments fondamentaux.
qui régissent la vie. L'économie, à travers une banque, la productivité, à travers des structures. Moi, il n'y a pas très longtemps, je ne connaissais pas le promoteur d'Amazon. Oui. J'ai comme l'impression que le mec est sorti de nulle part. Subitement, il a la première fortune mondiale. Non. En fait, moi, je dis, je ne connaissais pas. Je ne suis pas dans le domaine de la finance comme d'Alvarez ou vous. Moi, j'ai comme l'impression que le mec est sorti de nulle part. C'est le gars bien organisé depuis Voilà. des années. Et du coup, son nom est maintenant dans les 4 coins du monde et il est la première fortune mondiale. Et c'est même Tout fait simplement beaucoup pourquoi plus d'argent que ces jours-ci. Parce qu'il est juif. Simplement. Et il vient d'une communauté qui est hyper organisée. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais m'appuyer. Le deuxième élément, comment voulez-vous que les gens vous considèrent quand vous priez leur Dieu? Quand vous avez en image la couleur de leur Dieu. Parce que vous n'avez pas de spiritualité. Et que l'émergence, c'est-à-dire le développement d'une communauté, réside sur sa spiritualité. L'Africain est le seul peuple au monde à avoir des spiritualités copiées ailleurs. Les gens sont contents de dire non, moi je suis sunnite, moi je suis chiite, moi je suis catholique, moi je suis catholique orthodoxe, c'est le noir qui le dit. Moi je suis pentecôtiste, je suis méthodiste. Mais où est la spiritualité africaine? À un moment, on a présenté le vaudou comme étant une secte, ça a été mal compris. C'est nous-mêmes qui avions présenté le vaudou comme étant une secte. Un endroit où on peut prendre Mais ça passait, c'est la sorcellerie. le pouvoir mystique, la sorcellerie. Par exemple, elle est mauvaise? Encore que c'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Donc, c'est à ce niveau que nous nous retrouvons. C'est-à-dire, nous voulons faire comme les autres. Et les autres nous apprennent en retour la violence, à détester les nôtres. Parce que même ici, lorsque tu n'appartiens pas à un certain lobby occidental, tu n'es pas bien vu, tu ne peux pas progresser. Pour que tu progresses, pour que tu sois intégré dans une société africaine, il faudrait à tout prix que tu prennes un baptême de feu dans une loge occidentale. C'est connu, on n'invente pas la roue. Donc, le noir n'aime pas le noir et le noir a une capacité à ne pas s'organiser pour s'auto-protéger. C'est de ça qu'il est question. Mais ça parce que parfois le noir ne veut pas justement la prospérité de son frère. Quand il le voit briller, il pas justement par cette sorcellerie que vous dites. Voilà. Il pas justement par cette sorcellerie que la sorcellerie que vous dites. Voilà. Moi je vous prends vos termes, la sorcellerie que vous soulignez pour le tuer. Peut-être. Ça, il faut bien le dire. Non, je suis d'accord. Ce qu'ils sont de faire comme démonstration, on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire en France, où nous sommes installés depuis des années, on peut le faire en Angleterre. Si vous y allez, vous faites des inventaires, peut-être David a montré un peu les écueils qui empêchent aux Noirs de pouvoir s'auto-émanciper dans cette société-là. Mais en réalité, les Pakistanais, les Chinois, les autres qui sont arrivés après, les Juifs qui sont arrivés après sur cette terre-là, eux, ils ont eu de l'espace. Ils sont organisés. Oui. Ils ont des structures de formation de leur élite. Tu ne peux pas toucher à un Juif en France sans que la communauté tout entière... On va parler d'antisémitisme, voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a des supermarchés juifs comme l'Hyper Cacher, dont M. Koulibaly s'était attaqué en 2015, qui sont des supermarchés détenus par les juifs. C'est connu. Mais quelle est la capacité organisationnelle des Noirs dans ces pays-là, même à l'intérieur du pays? Tout à l'heure, Paul Kena a évoqué le tribalisme. C'est un outil, on appelle ça au quartier, c'est un djundjou que les gens utilisent quand ceux-là estiment que leurs intérêts peuvent être mis en minorité. Voilà, ils sont le djundjou là, et puis ils disent que non, Bikaï, c'est un gars bassa, il vient du... Il n'aime pas X. Oui, il n'aime pas X, après, c'est un gars bameke. Les gars sortent les djundjou du tiroir, et puis les mettent. Maintenant, quand les Blancs vous sortent ça en Europe, avec le racisme, vous criez. Vous criez. On a eu dans ce monde-ci des plus grands sportifs. Et je me réjouis tout à l'heure, j'ai été très content par rapport à ton préambule, ton introduction, où tu as clairement planté le décor en citant un auteur noir. C'est important, c'est bien de montrer à nos frères que les nôtres aussi sont aussi brillants que ce blanc-là, dans la littérature, dans la science, dans les mathématiques, dans la technologie de nouvelles, des technologies de pointe. Il y a des noirs qui excellent. Et disons à nos enfants qu'à chaque fois que... Et ils sont souvent les meilleurs de tous les temps. Voilà, face à une situation, pensons d'abord à un noir qui a réussi. On doit avoir les modèles à l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'aime pas souvent les citations des Blancs. Je n'aime pas. Et puis, quand j'ai suivi vos déclarations, je suis resté un peu dans le livre de Richard Wright, Black Boy, qui peignait la société américaine des années 1925. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai lu ce livre peut-être 4 fois, il faut que j'y répète encore, pour mieux comprendre cette situation qui est présente. Parce qu'en réalité, ce que Richard Wright
peur en 1925, c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire 85 ans après, la société américaine n'a pas évolué. Et oui, la société n'a pas justement évolué. J'ai commencé justement avec Bernard B. Dedier, il faut le préciser. Et il déclarait justement dans la ronde des poèmes, il faut le préciser également, sorti en 1953. Je vous remercie mon Dieu, je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir. Il faut être fier d'être un noir. D'Alvarez Goudiou, on est parti de l'esclavage, de la colonisation, la néocolonisation, les droits civiques, tout ceci concerne toujours les Noirs. Mais on ne va pas également oublier d'Alvarez Goudiou également qu'en Chine, il y a encore quelques mois, il y a une vague, il faut le dire, de Chinois qui maltraitaient énormément de Noirs. Très bien. À Canton. Moi, j'étais extrêmement offusqué. Chez un de vos collègues, je faisais une émission. Oui. C'était très triste d'entendre le président de la Commission de l'Union africaine d'appeler l'ambassadeur de Chine auprès de l'UA à Addis Abeba et de dire qu'il aurait entendu des élucubrations. Moi, j'ai dit, mais Moustapha Ki, vous estimez que les vidéos qu'on a regardées, les audios qu'on a écoutés, les images que l'on a vues en Chine, ce sont des élucubrations? C'était des faits qui sont têtus. Vous ne pouvez pas appeler ça élucubration. Quand vous dites que ce sont des élucubrations, ça veut dire que vous encouragez les Chinois dans leur situation. Vous encouragez les Chinois dans leurs agissements. Et c'est ce qui se passe partout. Mais maintenant, au-delà de la Chine, pour la bienfait de le souligner, notre responsabilité. Parfois même, on a l'impression d'être très cruel. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud l'année dernière, l'année passée. Mais c'est pire que ce qu'on a vu là. C'est pire. Des gens prennent des Africains, des Noirs africains. Ils mettent du carburant sur lui, vivant. Voilà. Ils mettent du feu. Voilà. Ils filment. En Afrique du Sud. Mais c'est terrible. Camerounais, Ghanéens, Nigérians étaient assassinés. Ils mettent du feu sur tout le lui. monde. Pourquoi? Puisqu'il est étranger, il cherche du travail. Il a tué quelqu'un, il a volé, non. Il prend mon travail. Il a pris ton travail comment? Alors qu'il faut bien regarder la stratification de la société sud-africaine. L'organisation de la société sud-africaine, 80% des richesses est contrôlée par des Blancs. Qui ont des quartiers à eux où vous ne pouvez pas entrer. Qui ont des villes où vous ne pouvez pas entrer. Il faut un passeport, hein. Il faut préciser que pour entrer dans un quartier, il faut un passe. Et pour y arriver, au lieu de vous en prendre à ces Blancs qui contrôlent la banque centrale, vous ne faites rien. Au lieu de vous en prendre à votre classe élite, à votre classe politique, qui continue à partager ses richesses avec les Blancs, vous n'en faites rien. Mais le pauvre étranger, Camerounais, Nigérian, Ghanéen, Zimbabwéen, qui fait du petit commerce, vous les tuez, vous les brûlez vifs. Et au-delà, vous avez bien fait de convoquer chez nous même, ici chez nous. Des gens font des grandes écoles. C'est comme si on les y apprenait la cruauté. Est-ce que c'est seulement chez les cas où j'ai vécu? Je suis un jour dans une brigade, vous voyez une jeune dame, elle est enceinte, elle a 17 ans, elle est presque à terme, elle travaille ménager chez une autre dame, elle prétend qu'on lui a volé les bijoux. C'est établi puisqu'elle donne l'argent au commandant devant moi. On envoie la petite fille en prison. C'est récurrent chez nous. Quand vous effectuez ce type d'acte sur votre propre continent, envers votre propre population, alors que vous avez fait des grandes écoles, des écoles d'administration, des écoles de magistrature et tout le reste, comment pensez-vous qu'on pourrait être traité à l'étranger? Et ces gens, ils le savent. Hein? Ouais, c'est pourquoi même si vous avez des moyens, quand vous êtes noir, vous êtes noir. On en a vu. C'est comme ça. Pendant le Covid en Italie, qu'est-ce qu'on disait? Il y a de plus en plus de noirs, les patients noirs sur qui on débranche le respirateur. Pour les connecter au Oui. Et lui disait, non, il faut rappeler, la dame là, en Italie, elle disait que vous allez mourir. Vous allez mourir. Tu es noir, tu vas mourir. Il y a des vidéos partout. Mais qui s'en offusque? Personne. Qui en parle? Personne. Quand le chef d'État, ils vont avec les beaux costumes, ils font le défilé, les salutations devant les caméras, ils trouvent que le monde s'arrête là. Tout va bien pour le monde. Alors que nous souffrons. Nous souffrons alors que nous avons tout sur le continent africain. Nous avons une force de la jeunesse qui est extrêmement forte. Nous avons une population qui est galopante et qui les fait peur à eux en face. Les Chinois, la population est en train de décliner. C'est pourquoi ils ont fait la révision, c'est là quelques années, sur la politique d'un seul enfant pour aller au-delà. La population est en train de vieillir. Au Japon, n'en parlons plus. C'est totalement la Chine. À l'Union européenne, vraiment, en réalité, la population de l'Union européenne est en train de se substituer à la population étrangère. Et une bonne partie, ce sont des Noirs. Et au Canada, ce n'est pas très différent. C'est même pourquoi ils organisent la loterie tout le temps pour faire venir une population qui va constituer une masse de consommateurs. C'est la même chose aux États-Unis avec la Green Card. La seule population qui continue à croître,
qui continue à aller à l'école, qui continue à avoir une grande vigueur, c'est la population noire. Et cela fait peur aux gens en face. C'est pourquoi ils prennent toutes les mesures pour les écraser. C'est pourquoi moi je dis toujours, nous avons une responsabilité dans ce qui se passe. Et Paul a bien fait de le souligner. Regardez sur le continent. Quand vous faites un projet, mais les premiers à vous dénigrer derrière vos dos, c'est des frères africains. Hein. Ça, c'est de l'expérience. Propre frère, hein. Précision faite. J'ai dit, quand vous faites un projet, si c'est un petit problème technique, c'est les gars, c'est eux-mêmes là. Parfois, certains blancs, ils vous soutiennent, non, ça va aller, c'est comme ça. Mais les gars, ils vous dénigrent, ils donnent l'impression de travail, oui, c'est les hypocrites et tout le reste. Mais comment voulez-vous, si vous allez devant un blanc, dénigrer votre frère noir, comment voulez-vous qu'il le respecte ou qu'il vous respecte dans les projets que vous faites? Si nous sortons tout à l'heure d'ici, il y a des surfaces de vente là. Est-ce que vous savez par exemple que il y avait le grand mal qu'on est en train de faire à Douala, à l'aéroport. Il y a l'exclusivité, beaucoup de produits camerounais. L'exclusivité pour vendre ces produits là-bas, ce serait Carrefour le français. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une mangue du Cameroun, c'est un Français qui vous vend la mangue du Cameroun. Si mon frère Steve a des bonnes mangues de son village, il ne peut pas les vendre directement. Et nous devons toujours nous demander. C'est parce que les gens se rencontrent. Et c'est sur notre territoire. Hein. Ils font des accords sur notre dos. Quand nous sortons tout à l'heure de l'émission, si nous allons prendre un sandwich. Quand nous entrons dans une surface, si nous prenons du café, soit c'est du café UKO, ce que nous créons des emplois au Cameroun. Si nous prenons le café Nescafé, ce que nous créons des emplois en Suisse. Vers Suisse. Et cela, c'est pratiquement dans tout ce que nous faisons. Il y a des surfaces qui nous offrent la nourriture africaine. Le mbongo, le coquille, c'est pas quoi. Mais si nous laissons ça pour continuer à manger les pâtisseries qui viennent d'ailleurs, pour manger des pizzas qui viennent d'ailleurs, sachant que nous sommes en train de prêcher autre chose sur la télévision, et que dans la vie, dans nos habitudes de consommation, nous faisons autre chose. Puisqu'en fait, vous pensez que le blanc, là, vous pensez qu'on le paye avec quoi? C'est l'argent des impôts. Vous pensez qu'on fait comment? L'État fait comment pour avoir les impôts? Il y a des exportations, il y a une tonne de choses qui s'exportent ici chez nous. Voilà. Et si on n'achète pas, ça cale dans les stocks chez eux. Vous allez peut-être simplifier votre force, mais vous qui n'importez pas cela, c'est un sac de blé qui ne vient pas, et on va cultiver du maïs, c'est pas quoi, du sorgho, c'est pas quoi, du mil ici chez nous. Et ça a de l'effet, on l'a vu chez nous. Est-ce que c'est sérieux que dans notre pays, nous ayons des milliers de tonnes de riz dans les magasins en train de pourrir à Yagua, quand on débourse 200 milliards pour importer le riz de mauvaise qualité de Thaïlande et de Chine? Non. Parce que dans nos habitudes alimentaires, on nous a fait croire que ce qui est le meilleur, c'est ce qui est parfumé, c'est ce qui vient d'ailleurs. Alors que nous avons ce qui est bio, qui est à Baganté, qui est à Yagua, qui est, je sais pas quoi, à Kousséri, etc. Est-ce que dans nos sociétés, voyez-vous, une grande entreprise comme la SICAM, pour ne pas la citer, devrait avoir des difficultés à produire des masques et aller vendre un masque à presque $3 dans notre pays, quand les Chinois sont en train de le vendre à des $10, les Chinois qui importent notre propre coton, ça veut dire quelque chose qui ne marche pas. Nous les produisons, nous avons toute la chaîne de production. Nous avons le coton, nous avons les usines, nous avons la main-d'œuvre. Mais comment? Qu'est-ce qui peut expliquer? Puisqu'on n'importe rien là. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce soit plus cher? Ça veut dire qu'en fait, nous avons extraverti nos besoins de consommation. Et ça, c'est à partir de là. Parce que moi, je pense que l'essentiel du débat que nous faisons sur le racisme et sur beaucoup de problématiques liées aux populations noires, c'est la problématique économique. C'est des moyens financiers. Que ce soit les Arabes. Pourquoi à Paris, on s'aligne sur les Arabes? C'est parce qu'ils ont l'argent. Ils achètent le PSG, ils achètent les banlieues parisiennes, ils achètent les chaînes de télévision. Oui, ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont un pouvoir économique. Ils achètent des châteaux. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'en Espagne, par exemple, j'ai des proches, il y a des quartiers qui sont typiquement chinois. Ils ont tout acheté là-bas. Même dans tous les pays. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, à Chinatown, etc. Ah quoi, il y a Chinatown. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je vais vous expliquer l'histoire de Chinatown d'Aqua. Je vous dis, aux États-Unis, par exemple, les Américains, quel que soit ce que Trump fait, il sait quand même que le premier détenteur des obligations américaines, c'est les Chinois. Il y a une limite à ne pas franchir en dette. Même les Français, vous savez, ils font beaucoup de bruit. Hein. Les Français, ils font les bruits là-bas. Les Chinois viennent en Afrique, ils font ceci, cela. Mais eux-mêmes, les Chinois sont en train de tout acheter chez eux. Mais les Chinois possèdent tout en Europe. Et puis leurs usines, c'est déporté plutôt totalement en Chine. Localisé en Chine depuis fort longtemps. Toutes les usines sont en Chine. Donc on les tient. Exact. Vous parlez de Chinatown ici à Douala. Je vais expliquer une histoire. Un jour, je voulais faire venir quelque chose de la Chine. Je rencontre le consul, ils font tout ce qu'ils font. Ils prennent des dispositions dans tous les cas pour vous fouiller.
Les dispositions qu'ils ont prises maintenant, c'est qu'ils s'arrangent. Parce que c'est pas que les Africains partent là-bas, ils font venir la marchandise. Mais il peut faire que les Chinois viennent faire le détail. La vente de détail. C'est pourquoi il y a de plus en plus de difficultés pour certains Camerounais d'obtenir le visa pour aller en Chine. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est un China. C'est pas un Chinatown. Puis en fait, eux, ils font la pollution chez eux. Ils s'arrangent. Envoyer leurs ressortissants chez nous pour faire même les détails de 50 francs, de 200 francs avec nos mamans dans la rue. Nous voyons que sur toute la ligne, nous sommes floués. Alors qu'en Europe, ils ne peuvent pas le faire. Même la qualité de produits qui sont en Europe, ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour dire que, moi, je pense que la grande problématique, c'est la problématique économique. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous disons, si nous nous arrangeons pour avoir une certaine autonomie sur le plan financier, sur le plan économique, nous allons difficilement nous en sortir. Et pour cela, c'est très important et c'est indispensable, ce que les Chinois font chez eux, que nous puissions nous réunir ensemble. Si on part en dispersion, on ne peut pas s'en sortir. Si vous voyez la plupart des groupes chinois là, c'est pratiquement des holdings, où il y a le gouvernement, il y a des privés, il y a même des villes qui se mettent ensemble pour créer des milliers de personnes derrière. Il y a des milliers de personnes derrière et ça marche super bien. Quand vous voyez la 5G chinoise là, vous avez vu, je crois, la semaine passée, le gouvernement chinois, Li Keqiang, le premier ministre, il prévoit 1000 milliards pour investir dans les technologies. Puisqu'il prévoit que, comme ils sont au seuil d'une guerre froide avec les Américains, il ne faut plus attendre pour longtemps. Autour de 10 ans, il faut qu'ils battent les États-Unis. Sinon, les États-Unis risquent d'être extrêmement dangereux avec eux. Et pour cela, ils mettent des moyens. Mais nous, en Afrique, des gens détournent des milliards pour acheter du champagne, pour acheter des vins, pour les mettre dans leur maison au village. Ils estiment être extrêmement riches. Alors que tout autour d'eux, c'est la pauvreté à un niveau indescriptible. Donc, moi, je pense que c'est important. Si nous voulons que les gens nous écoutent, si nous voulons que les gens nous respectent, nous devons mettre au centre de tout la problématique économique. Si nous n'avons pas un pouvoir économique, les gens vont continuer à nous écraser de par le monde. Alors, Anatola, ici, nous sortons de cette édition de DBS Matin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en quelques secondes parce qu'il ne nous manque plus que 10 minutes. Disons que, pour revenir sur la thématique qui porte sur le racisme aux États-Unis. Le racisme tue ici, là et partout. Il faut indiquer qu'il s'agit déjà de toute une politique de marginalisation qui a été mise en place. Parce que vous allez constater qu'aux États-Unis, que la race noire excelle dans des domaines comme le sport, comme la culture, c'est de la musique, le trafic de drogue, le trafic d'armes et de drogue, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce qu'il n'y a pas justement d'emploi. Parce que ça, c'est important. C'est pas une excellence, monsieur. Non, deuxième chose, je pense, et en France ou en Europe, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ça devait vous retrouver les Noirs qui sont dans les petits trafics, dans les petits commerces, qui sont rarement propriétaires d'une entreprise. Je dis très rarement propriétaire d'une entreprise, parce que je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Je pense qu'il faut d'abord, tout à l'heure je convoquais les éléments culturels, parce que Davary lui parle des éléments économiques, mais il faut d'abord des éléments culturels, parce qu'il faut une révolution personnelle. Il faut une révolution mentale. Ça, c'est important. Parce que tant qu'il n'y a pas de révolution mentale, nous allons continuer à subir les Chinois, les Libanais, les Français sur notre propre territoire. Et vous verrez tout le temps, tous les jours, les Camerounais aller en cellule parce que, même s'il a tort, mais parce qu'il a fait un Libanais, un Chinois, et que le Libanais connaît le procureur ou bien le colonel, il va aller en tel. Ça, c'est la deuxième chose. La seconde chose, il faut, quelqu'un tout à l'heure parlait de s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire supposer qu'on doit être unis. Parce que absolument, je trouve quand même scandaleux. Absolument scandaleux que face à un adversaire commun, vous allez avoir des Noirs qui auront des sons de cloche discordants. Face à un ennemi commun, vous aurez des Noirs, vous verrez qui ont des sons de cloche discordants. Besoin de payer 600 000 raison de plus, lorsqu'il vient sur le continent africain. C'est pas bon pour lui. Je vous dis que lorsqu'il vient sur le continent africain. Ça se voit, hein. Lorsqu'il vient sur le continent africain, il vient avec des mallettes. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les mallettes sur le continent africain? C'est pour corrompre. Deuxième chose, oui. Tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué sur ce plateau, une entreprise de la place a mis la plupart de ses meilleurs cerveaux à la porte, justement parce qu'il y a eu des colportages des collègues en entreprise. Ça existe, il y a des conflits en entreprise, mais quand ça arrive au point où on fait perdre à ses collègues des emplois, à ses frères des emplois, il y a un gros problème.
Vous allez constater aujourd'hui, il y a une société de téléphonie mobile a un problème avec son réseau. Pourquoi? Parce qu'on a mis ces intelligences à la porte. Donc moi je pense, et pour chuter Steve, je pense que en réalité, le problème du noir, c'est le noir. Le problème du noir, c'est le noir également, pour vous, Eric Pépin Vicaille, pour sortir de cette édition. Non, déjà, il faut multiplier ce type d'émissions. Et c'est dit que le racisme, quelles qu'en soient les manifestations qui ont cours actuellement aux États-Unis, ne disparaîtra jamais. Puisque c'est un système qui est conçu depuis plusieurs siècles maintenant. À nous de créer des rapports de force. On se réjouit déjà parce que j'ai entendu la sortie du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. J'ai dit enfin. Mais il y a un comptoir de commerce qu'on a ouvert, un comptoir de commerce des Noirs qu'on a ouvert en Libye. Moussa n'a jamais fait sa sortie. Voilà. Hein. Il y a nos compatriotes qui ont créé... En Mauritanie, on vend les Noirs. Voilà, qui ont créé un cimetière au niveau de la Méditerranée. Il n'a jamais fait une sortie. Il y a un cimetière qui est créé dans le désert du Sahara. Moussa n'a jamais fait une sortie. J'ai dit enfin, George Floyd est mort. Il a fait sortir des cartables, des cafards qui parlent aujourd'hui à son nom. Mais il faudrait que nous soyons sérieux. On a un réel problème, le noir a un réel problème, qu'il soit sur le continent ou en dehors. Il faut qu'il se prenne au sérieux et qu'il comprenne qu'il a les capacités qui sont largement supérieures à ce que lui il estime être le maître. Dans le monde, il n'y a pas que l'argent qui détermine le bonheur et la puissance d'une communauté. Il y a sa capacité organisationnelle, mais davantage la maîtrise de sa spiritualité. On ne peut pas se faire respecter si nous continuons à croire que quelqu'un peut être dans son salon à Rome et puis il dicte des règles dans les 4 coins du monde. Non, il ne va pas nous considérer. Il faudrait que nous soyons capables de dire que non. Ces gens sont arrivés, nous ont apporté du bonheur, c'est vrai, mais davantage du malheur. Mais il faudrait que nous prenions en main et que nous sortons de ces stigmates. Ce n'est que le feu qui fond le fer. S'il y a mépris de la communauté noire, il faudrait que la communauté noire s'organise pour qu'il y ait la riposte. Il n'y aura pas pour ce cas-ci l'utilisation de la bombe nucléaire. Mais l'affront, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas cheminer ensemble, ça peut être mis sur la table. Camerounais pour son chinois, c'est ça? Oui, pourquoi pas? Parce que moi j'ai un problème aujourd'hui avec les Chinois et les Chinois resteront toujours pour moi un problème pour l'avenir de l'Afrique. Paul Nguen, vous pensez également que même s'il y a tous ces problèmes du côté du racisme et sans oublier bien sûr du noir, il y a quand même de l'avenir pour le noir dans ce monde? Il est permis de rêver et de réussir. Il n'est pas impossible pour un noir de réussir. Moi, je n'attends rien du blanc. Non. Là où je suis, je dois écrire mon histoire moi-même. Et je le dis pareil pour vous tous. Vous pouvez écrire votre histoire sans appeler le blanc ici. Non. Ce que nous avons déjà est suffisant pour avancer. En attendant d'avoir plus, utilisons ce qui est disponible. Et malheureusement, beaucoup, je ne cesserai de le dire, ne font aucun effort pour sortir de la situation. Quand vous regardez les 5% des 95%, quels sont vos ennemis dans le cadre des 95%? C'est ceux qui sont pauvres comme vous, qui vous disent que ce n'est pas possible de réussir. Il est possible de sortir de ce carcan. Les 5% qui sont les initiateurs de toutes les injustices criardes ne vous voient pas en ce moment parce que vous ne les menacez pas encore. Mais vos propres ennemis sont toujours autour de vous. Donc, ce qui se passe à travers le monde, je dis il y a de bonnes personnes dans le peuple blanc, dans le peuple chinois. Il y a de mauvaises personnes également dans ces peuples. Comme pour dire, chaque médaille a son revers. Chaque médaille a son revers. Merci beaucoup, Paul Nguen. Darès, vous dites votre mot de fin? Oui, finissant en disant, comme je l'ai dit un peu plus haut, Steve, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si les Chinois, les Juifs, qui que ce soit, essaient de faire ce qu'ils, ou parviennent à faire ce qu'ils font de par le monde entier, c'est parce qu'ils ont un pouvoir économique. Et même chez nous, les commissaires ou alors, c'est pas quoi, ces autorités qui se laissent acheter pour mépriser leur population, on les achète avec de l'argent. Et si nous nous organisons en coopérative, en des groupements économiques, nous, je suis convaincu que nous pouvons faire du poids. Mais si nous allons chacun de son côté disperser, il va être extrêmement difficile que nous puissions faire face aux défis qui se présentent de plus en plus en face de nous. Tout le monde l'a bien remarqué. Des Russes, face à la maladie Covid-19, ils mettent en place un traitement, OMS ne dit rien. Les Chinois mettent, OMS ne dit rien. Quand les Africains mettent, OMS dit... Non, c'est pas bon. Le protocole n'a pas été vérifié. Et comme quelqu'un l'a si bien dit,
ne commettons pas l'erreur que face à un ennemi ou un adversaire, d'avoir des sons de voix discordants. Merci Parce que beaucoup. quand ils sont face à nous, ils s'associent. Vous voyez bien, hein? Vous avez vu la ligne les lignes étoiles de toutes les chaînes occidentales là, par rapport à l'actualité, c'est comme si c'était les mêmes, les mêmes choses. choses. Ça a C'est comme si toujours c'était été les mêmes comme ça. personnes Ça a qui disent. toujours été comme ça. Mais Ça n'a nous, jamais si changé. on va de manière désordonnée, nous sommes convaincus que nous allons payer, puisque nous serons divisés. Donc moi, je pense que si nous sommes unis, ça va être un peu plus facile de pouvoir faire face à ces défis-là. Davres Goudou, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est moi. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce mercredi matin. Eric Lepin-Lucaille, merci. Je voulais sortir en vous disant, en vous tirant un coup de chapeau pour l'émission de lundi qui parlait du foncier au niveau du Cameroun. Oui. Je veux que ce type d'émission soit multiple parce que j'ai eu les retours d'un certain nombre de personnes qui étaient extrêmement édifiées par rapport aux exposés des différents panélistes. Paul Ken, merci également d'avoir été là ce matin. Merci Messieurs, beaucoup. je vais terminer avec ces mots d'un poète africain. Nègre, c'est mon nom. Nègre, c'est ma race. Si mon teint parfois bronzé t'induit en embarras, d'autres traits peuvent souligner ce que je suis. Nègre, c'est la forme de ma tête. Ce sont mes lèvres lipues. C'est mon nez aplati. Mes cheveux crépus témoignent fort que je suis un nègre d'origine. Fils de l'Afrique noire. Afrique qui regrette encore son passé. Ce passé mystique, plein de sagesse. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Mesdames, messieurs, passez une bonne journée sur notre chaîne. À demain. Split adieu. Au revoir.